Il y a plus d'un demi-siècle, alors que les premiers pas de Neil Armstrong marquaient de leur empreinte la poussière fine de la Lune, le monde entier retenait son souffle devant ce qui restera l'une des plus grandes prouesses de l'humanité. Pourtant, après cet éclat fulgurant, un silence radio s'est installé durant plus de 5 décennies, laissant beaucoup croire que l'unique satellite naturel de la Terre était tombé dans l'oubli. Mais aujourd'hui, la réalité nous impose un tout autre constat. L'atmosphère ténue de la Lune est à nouveau déchirée par le vrombissement de moteurs fusées modernes, marquant le prélude d'un nouveau chapitre aussi ambitieux que impitoyable. Bienvenue sur le monde de Crypt. Si vous êtes passionné par les mutations géopolitiques et les enjeux économiques qui redessinent l'avenir de notre monde, prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et rejoignez-nous pour élucider les mystères qui se cachent derrière cette course spatiale du XXIe siècle. En scrutant l'histoire, nous réalisons que le paradigme de l'exploration lunaire a radicalement changé. Dans les années 60 et 70, la Lune n'était rien de moins qu'un échiquier politique colossal. Les deux superpuissances de l'époque, les États-Unis et l'Union soviétique, s'y livraient une lutte acharnée pour démontrer la supériorité de leur idéologie et de leur puissance technologique. En cette période de guerre froide, l'objectif suprême était de vaincre l'adversaire, quel qu'en soit le prix. Poser le pied sur l'astre Sélène était alors perçu comme le coup de grâce porté aux ambitions spatiales de l'ennemi. Sous l'impulsion de cette urgence politique, le gouvernement américain n'hésitait pas, en 1966, à allouer plus de 4,3% du budget fédéral total à la NASA, un effort financier proprement inimaginable au regard des standards actuels. Il est d'ailleurs révélateur de noter que, sur les 12 astronautes ayant foulé le sol lunaire, un seul était un scientifique de carrière. Cela prouve que la science n'était alors qu'une considération secondaire. Une fois la domination américaine établie, ces coûts exorbitants furent immédiatement perçus comme un fardeau, entraînant l'abandon des missions habitées pendant des décennies. Cependant, la course à la Lune contemporaine a dépouillé ses atours de prestige pour revêtir les habits bien plus pragmatiques de l'intérêt économique. On y retourne plus simplement pour y laisser une trace ou y planter un drapeau symbolique, mais pour y instaurer des bases pérennes et exploiter un véritable coffre-fort de ressources. La Lune, autrefois perçue par les politiques comme un désert de roches grisâtres, est devenue une terre promise regorgeant de matériaux critiques. Le plus emblématique est sans doute l'hélium-3, un isotope rarissime sur notre planète mais abondant dans le régolithe lunaire. Il est aujourd'hui considéré comme le carburant du futur, un véritable saint graal pour la fusion nucléaire, capable de fournir à la Terre une énergie propre pour les 10 000 prochaines années. Au-delà de l'énergie, les réserves massives de silicium, d'aluminium et de titane agissent comme un aimant sur les géants de la haute technologie, à l'heure où les gisements de terres rares terrestres s'épuisent inexorablement. L'une des découvertes les plus déterminantes, conférant à la Lune une valeur immobilière stratégique, réside dans la confirmation de présence de glace hydrique au pôle sud. Ici, elle ne sert pas uniquement à étancher la soif, elle est une ressource stratégique majeure que l'on peut transformer en oxygène pour respirer et en hydrogène pour alimenter les moteurs fusées. La vision d'une station de ravitaillement, telle que le Lunar Gateway, ferait de la Lune un tremplin idéal pour propulser les vaisseaux vers l'espace lointain, comme Mars ou Saturne, de manière bien plus aisée et économique qu'un lancement direct depuis la Terre. En parallèle, de nouveaux marchés commerciaux émergent, du tourisme spatial au contrôle des points de Lagrange, ces zones d'équilibre gravitationnel idéales pour des stations relais, créant une compétition féroce pour la maîtrise de ces emplacements dehors. Cette transition s'opère désormais dans un cadre juridique en pleine mutation. Loin de l'époque où les Nations Unies proclamaient la Lune patrimoine commun de l'humanité, les nations modernes, États-Unis en tête, instaurent leur propre législation autorisant la propriété privée des ressources extraites. Ce changement des règles du jeu a poussé des puissances comme la Chine, l'Inde ou le Japon à s'engager précipitamment dans l'arène, conscients que tout retard signifierait la perte irrémédiable de leur part du gâteau dans la future économie lunaire. Cette bascule nous rappelle les grandes expéditions vers les Amériques, si les premiers voyages étaient des aventures risquées destinées à la gloire des couronnes, la véritable déflagration ne survint qu'avec la ruée vers l'or, transformant ces terres lointaines en épicentre d'une expansion industrielle sans fin. Si l'on se représente l'univers comme un océan infini, la Lune en est alors l'île au trésor, une terre regorgeant de ressources stratégiques capables de redéfinir intégralement les fondements de notre civilisation terrestre. Les analyses géologiques les plus pointues révèlent que, derrière ce manteau de poussière grise et ses cratères d'impact, se cache un véritable sanctuaire de matières premières. Au sommet de cet inventaire trône l'hélium-3. Cet isotope, d'une rareté extrême sur notre planète, s'est accumulé en abondance dans le régolithe lunaire après avoir été bombardé, durant des milliards d'années, par les vents solaires. Imaginez une source d'énergie propre, dépourvue de toute émission de carbone et virtuellement inépuisable. Selon les projections de la NASA, plus d'1 million de tonnes d'hélium-3 attendent d'être extraites. Théoriquement, cette quantité suffirait à alimenter le monde entier pendant 10 000 ans grâce aux réacteurs à fusion nucléaire de nouvelle génération.
Le processus pour libérer cet or liquide n'est d'ailleurs pas d'une complexité insurmontable, il suffirait de chauffer la roche lunaire à une température comprise entre 600 et 700 degrés Celsius pour en extraire le gaz. En raison de son potentiel à supplanter définitivement le pétrole et les énergies fossiles, l'hélium 3 a transformé l'astre Sélène en un gisement hautement lucratif que chaque puissance rêve de monopoliser. Pourtant, la valeur de la Lune ne se limite pas à sa capacité à nourrir les besoins de la Terre, elle est également la clé de voûte de l'expansion humaine vers l'espace profond. La présence confirmée de glace hydrique dans les zones des ombres éternelles du pôle sud ouvre une ère nouvelle pour l'astronautique. Cette eau peut être décomposée chimiquement en hydrogène et en oxygène, les deux composants essentiels du carburant de fusée. En érigeant la Lune en une gigantesque station-service spatiale, les vaisseaux pourront s'élancer vers Mars ou Saturne sans avoir à s'extraire de la Terre avec des réservoirs surchargés, réduisant ainsi les coûts et l'énergie de manière spectaculaire. Au-delà de l'énergie, la surface lunaire s'apparente à une mine à ciel ouvert abritant des réserves massives de silicium, d'aluminium et surtout de titane, ainsi que des terres rares. Ce sont là les matériaux structurels de l'industrie de pointe, indispensables à la fabrication de nos téléphones multifonctions comme à celle des supercalculateurs, des ressources qui deviennent de plus en plus coûteuses et complexes à extraire sur notre propre planète. On peut ainsi comparer la Lune à une pile colossale en attente des activations, tandis que l'hélium 3 pourrait éclairer nos foyers sur Terre, la glace des pôles fera office de borne de recharge sur l'autoroute menant vers les confins de l'espace. Dans cette course effrénée, rares sont ceux qui possèdent les reins assez solides et la persévérance nécessaire pour inscrire leur nom dans les annales de l'histoire. À ce jour, seules 5 nations ont réussi l'exploit de se poser sur la surface lunaire. Le pionnier historique fut l'Union soviétique, cette superpuissance qui provoqua de véritables séismes géopolitiques durant la guerre froide. Peu après, les États-Unis d'Amérique ont accompli un bond de géant en devenant, jusqu'à ce jour, la seule nation à avoir envoyé des êtres humains fouler directement le sol de l'astre de nuit, s'affranchissant ainsi d'une exploration uniquement robotisée. Après une longue période de léthargie, l'ascension fulgurante des puissances orientales a totalement redessiné la cartographie spatiale mondiale. La Chine a fait la démonstration de sa maîtrise technologique en ne se contentant pas d'un atterrissage classique, mais en devenant la première nation à conquérir la face cachée de la Lune avec l'ambitieuse mission Chang'e 4. Emboîtant le pas à son voisin, l'Inde a rejoint ce club très fermé en août 2023 avec la sonde Chandrayaan 3, se posant avec une précision chirurgicale dans la région tourmentée du pôle sud. Enfin, tout récemment, le Japon est officiellement devenu la 5e nation à mener à bien un atterrissage historique. Il faut bien comprendre que la Lune est une destination impitoyable. Malgré des avancées technologiques prodigieuses, des acteurs majeurs tels que l'État d'Israël ou l'Union européenne ont essuyé des revers cuisants avant que cette liste des 5 nations pionnières ne se stabilise. Cette réalité nous rappelle que l'espace reste un domaine où le succès ne se décrète pas, mais se conquiert au prix des efforts monumentaux. À mesure que la compétition s'intensifie, une question juridique fondamentale surgit, à qui appartient réellement la Lune? La réponse se trouve dans le traité de l'espace de 1967, souvent désigné sous l'acronyme OST. Ce document est considéré comme la toute première constitution de l'humanité hors de la Terre, établissant les principes cardinaux de l'exploration spatiale. Ce texte stipule avec force que l'espace est libre d'accès pour toutes les nations, tout en proscrivant formellement toute forme de proclamation de souveraineté ou d'appropriation nationale des corps célestes. L'objectif central de ce traité était de garantir que l'exploitation des ressources serve exclusivement des desseins pacifiques, afin de prévenir les conflits armés que pourrait susciter la convoitise. Cependant, selon les experts en géopolitique, ce traité révèle aujourd'hui des zones d'ombre et une imprécision chronique face aux enjeux de notre siècle. L'apparition du traité sur la Lune en 1979 avait tenté de combler ces lacunes, mais il s'est heurté à l'indifférence, voire au refus des grandes puissances spatiales. Plus frappant encore, ces dernières années, certains États, avec à leur tête les États-Unis d'Amérique, ont commencé à promulguer des législations nationales audacieuses. Ces lois autorisent désormais des entités privées à détenir la propriété des ressources qu'elles extrairaient dans l'espace, défiant ainsi de front la position internationale originelle. Cette ambiguïté juridique est en train de transformer la Lune en un nouveau Far West spatial, où la frontière entre coopération internationale et intérêts égoïstes des grands groupes industriels devient de plus en plus poreuse. Dans cette nouvelle joute géopolitique, chaque mètre carré de régolithe ne se vaut pas. Les observateurs internationaux assistent actuellement à une course effrénée vers des zones qualifiées de sanctuaires immobiliers de haute valeur. Le point focal de toutes les attentions est aujourd'hui le pôle sud lunaire, érigé en objectif prioritaire par Washington, Pékin, Moscou et New Delhi. Cette convoitise prend sa source dans la présence de glace hydrique, tapis au fond de cratères plongés dans une obscurité éternelle. Il s'agit d'une ressource vitale, à partir de cette eau, l'homme peut extraire de l'oxygène pour maintenir la vie et de l'hydrogène pour fabriquer, sur place, du carburant de fusée.
faire du pôle sud une escale pour l'espace lointain permettrait au vaisseau de s'élancer vers Mars sans subir l'entrave de la colossale gravité terrestre. C'est précisément pour cette raison que la Chine et la Russie nourrissent l'ambition d'y bâtir une station de recherche internationale permanente, posant ainsi les jalons d'une présence humaine durable. Outre le pôle sud, la face cachée de la Lune, également appelée l'hémisphère obscur, s'affirme comme un front scientifique de premier plan. C'est une région encore largement inexplorée, au relief tourmenté et parsemé de volcans antiques, qui recèle les secrets de la jeunesse de notre univers. Jusqu'à présent, la Chine est la seule nation à y avoir imprimé sa marque en y posant avec succès son rover Lapin de Jade 2, confirmant ainsi son leadership dans la conquête des terres les plus mystérieuses. Toutefois, la compétition ne se limite pas à la surface rocheuse, elle s'étend désormais au point de Lagrange, de L1 à L5, ces zones situées entre la Terre et la Lune où les forces gravitationnelles s'équilibrent parfaitement. Ces positions stratégiques constituent des parkings idéaux pour les satellites et les stations relais, permettant de s'y maintenir avec une consommation de carburant dérisoire. Le point L2, en particulier, est crucial car il est le seul à offrir un lien de communication direct avec les engins opérant sur la face cachée. Contrôler ces points revient à tenir les artères vitales de l'information et de la logistique spatiale, un avantage que ni Washington ni Pékin ne peuvent se permettre de céder. En définitive, quelles que soient les coordonnées, la surface lunaire tout entière demeure une mine à ciel ouvert regorgeant des hélium-3 et de métaux précieux, autant de ressources qui redéfiniront l'équilibre économique mondial dans un avenir très proche. Pour comprendre pourquoi la compétition actuelle atteint une telle incandescence, il nous faut plonger dans les archives du passé afin de répondre à une interrogation qui suscite encore bien des débats: pourquoi les États-Unis ont-ils brutalement mis fin au programme Apollo en 1972 ? Après la mission Apollo 17, les vaisseaux de la NASA n'ont plus jamais repris le chemin de l'astre Selene. La réponse ne réside pas dans une quelconque carence technologique, mais dans la conjonction impitoyable de contraintes financières, un basculement des priorités politiques et d'une perception erronée de la valeur réelle de la Lune à cette époque. La raison la plus immédiate est, sans surprise, son coût pharaonique. Pour envoyer l'homme sur la Lune, le gouvernement américain a dû débourser environ 26 milliards de dollars de l'époque, soit l'équivalent de plus de 250 milliards de dollars actuels. À son apogée en 1966, le budget alloué à la NASA représentait plus de 4% du budget fédéral, une part qui fut drastiquement amputée pour tomber à 0,5% une fois les objectifs politiques atteints. En posant le pied sur la Lune, Neil Armstrong avait, de fait, asséné un coup fatal au programme spatial soviétique, assurant aux États-Unis une victoire absolue dans cette guerre de prestige. Pour les décideurs de Washington, continuer à injecter des sommes astronomiques dans un projet aussi onéreux alors que l'adversaire était déjà au tapis ne semblait plus présenter le moindre intérêt stratégique. À cela s'ajoute une méprise scientifique monumentale. Les premières analyses des échantillons de roches rapportés par les astronautes avaient involontairement accrédité l'idée que la Lune n'était qu'un désert aride et dépourvu d'intérêt. À l'époque, l'hélium-3 et la glace hydrique n'avaient pas encore été découverts, et parmi les 12 marcheurs lunaires, un seul était un scientifique de carrière. Ce manque de perspective économique, couplé à une pression sociale interne, 60% des Américains s'opposant alors à ces dépenses spatiales au détriment des enjeux sociaux, a fini par sceller le sort du programme. Enfin, le spectre tragique de l'incendie des Apollo 1, qui coûta la vie à 3 astronautes, continuait de hanter l'esprit des dirigeants, leur rappelant les risques humains inhérents à de telles missions. Tous ces facteurs ont verrouillé les portes de la Lune pendant plus d'un demi-siècle, jusqu'à ce que la découverte de nouvelles ressources ne vienne réveiller ce géant spatial trop longtemps endormi. Pourtant, derrière la perspective radieuse d'un âge des hors lunaires, se dressent des obstacles cruels et des risques capables d'engloutir les ambitions les plus folles. Nous ne parlons pas ici d'une simple expédition, mais d'une mise à l'épreuve radicale de la puissance de chaque nation. Le premier défi, et sans doute le plus vertigineux, demeure financier. L'histoire l'a prouvé, maintenir un programme spatial d'envergure exige de faire face à des factures colossales. Le programme Apollo, autrefois, a coûté plus de 250 milliards de dollars en valeur actuelle, un montant capable de faire vaciller n'importe quelle économie. Même une puissance comme les États-Unis ne peut plus se permettre l'insouciance budgétaire des années 60. Le budget de la NASA a subi une chute drastique, passant de plus de 4% à seulement 0,5% du budget fédéral. Parallèlement, la Russie, acteur historique du secteur, doit composer avec des difficultés économiques internes et des sanctions internationales sévères, obligeant à une alliance calculée avec la Chine pour maintenir à flot ses ambitions d'exploration. Au-delà de l'équation économique, l'environnement lunaire constitue un test de résistance brutale pour les limites de la technologie et la sécurité humaine. Le pôle sud, zone la plus convoitée, est précisément le territoire le plus accidenté, parsemé de falaises abruptes et de cratères abyssaux. Y poser un engin avec précision représente un défi à couper le souffle, que les systèmes de navigation les plus sophistiqués peinent à relever. À cela s'ajoute la rigueur extrême de la nuit lunaire,
une obscurité totale durant 14 jours terrestres consécutifs, accompagné d'un froid polaire capable de figer les mécanismes et de vider les batteries les plus endurantes. Mais le risque ultime, et l'obsession constante, demeure celui de la vie humaine. Les tragédies des Apollo 1, ou la douleur des catastrophes Challenger et Columbia, résonnent encore comme de froids avertissements, et l'espace ne pardonne aucune erreur. Chaque avancée de l'humanité hors de son berceau s'est écrite au prix de sacrifices silencieux. Dans cette nouvelle course, l'impératif de sécurité des astronautes pèse plus que jamais sur les épaules des scientifiques. Sur un autre plan, un péril plus sournois et imprévisible se dessine aux confins des régulations juridiques et des tensions géopolitiques. Actuellement, le monde opère dans un vide législatif particulièrement dangereux. Si le traité de l'espace de 1967 interdit toute revendication de souveraineté, il laisse la porte ouverte à la libre exploitation des ressources, créant ainsi une brèche béante pour de futurs contentieux. Le conflit des intérêts devient manifeste lorsque les États-Unis et leurs alliés instaurent des législations nationales autorisant la propriété privée des ressources extraterrestres, faisant fi du concept de patrimoine commun de l'humanité inscrit dans les traités antérieurs. La lutte pour le contrôle de ressources précieuses comme l'hélium-3, ou pour la maîtrise des points de Lagrange, est en train de transformer la Lune en un potentiel champ de bataille. Les relations entre superpuissances, déjà délétères sur Terre, risquent d'atteindre un point de rupture lorsque Washington et Pékin deviendront des voisins malgré eux au pôle Sud. En définitive, quelle que soit la minutie des préparatifs, l'espace demeure une énigme risquée. Les échecs récents d'Israël, du Japon ou encore de la sonde indienne Chandrayaan-2 en sont les preuves irréfutables. Dans ce jeu de haute voltige, la frontière entre la gloire éclatante et l'échec cuisant ne tient qu'à un fil. Au milieu des calculs géopolitiques et des budgets pharaoniques, une question fondamentale reste en suspens. En fin de compte, qu'est-ce que le citoyen ordinaire peut réellement attendre de cette course au coût exorbitant ? S'agit-il d'une avancée monumentale capable de sauver notre planète, ou d'un jeu insensé nous précipitant vers de nouveaux périls? Si on adopte un prisme optimiste, nous sommes au seuil d'une ère énergétique sans précédent. Les réserves massives des hélium-3 sur la Lune ne sont pas qu'un simple concept scientifique, elles représentent la clé de la crise énergétique mondiale. Avec la capacité d'alimenter la Terre en énergie propre pour les 10 000 prochaines années, cette ressource pourrait mettre fin à notre dépendance aux combustibles fossiles et contribuer à la guérison d'une atmosphère en plein réchauffement. L'ambition ne s'arrête pas là. L'extraction de minerais et de terres rares, tels que le silicium ou le titane, garantira que l'approvisionnement pour nos technologies de pointe, de votre smartphone au supercalculateur qui façonne le monde, ne s'épuise jamais. Plus loin encore, le rêve du tourisme spatial ou même d'une colonisation lunaire devient de plus en plus tangible grâce à la présence de glace hydrique au pôle Sud. La Lune ne sera plus une destination lointaine, mais une escale idéale, un tremplin stratégique permettant à l'humanité d'atteindre Mars ou Saturne de manière plus économique et simplifiée, libérée de l'étreinte étouffante de la gravité terrestre. Cependant, le monde obéit toujours à des lois antinomiques, et cette compétition recèle des zones d'ombre inquiétantes. Le risque majeur pour la paix mondiale réside dans la menace de conflit et la militarisation de l'espace. Dans un vide juridique persistant, l'établissement de bases militaires ou la lutte acharnée pour les ressources pourrait transformer la Lune en un nouveau champ de bataille, exportant les tensions géopolitiques terrestres jusque dans l'orbite lunaire. Plus redoutable encore est le scénario d'un monopole économique. Si une seule nation ou un seul groupe industriel venait à s'emparer de l'hélium-3, le monde entier pourrait faire face à une nouvelle forme d'asservissement, où les nations retardataires n'auraient d'autre choix que de s'incliner devant les maîtres de l'énergie du futur. Par ailleurs, pour les citoyens des nations engagées dans cette course, une question éthique demeure. Est-il juste d'injecter des milliards de dollars dans le cosmos alors que des urgences sociales, sanitaires ou climatiques sur notre propre planète attendent toujours des réponses satisfaisantes? L'opposition populaire au programme Apollo dans le passé nous rappelle les dangers d'un gaspillage des ressources nationales. La course vers la Lune n'est donc pas seulement une exploration spatiale, c'est aussi un arbitrage moral entre l'ambition d'atteindre les étoiles et le devoir de protéger la vie terrestre. Et vous, que pensez-vous de cette compétition? Les bénéfices d'une énergie propre et des avancées technologiques justifient les risques de conflit et de dépendance économique? Partagez votre avis dans les commentaires, je suis impatient de lire vos réflexions. Si vous avez trouvé ce décryptage utile, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Le Monde de Crypte. Pensez également à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains dossiers. Dès à présent, je vous invite à découvrir la vidéo qui s'affiche à l'écran, un sujet qui me tient particulièrement à cœur concernant les mutations du pouvoir à l'ère du numérique. Merci pour votre soutien indéfectible et pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles explorations.